Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Charlotte Savreux. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Louise et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors vous venez nous voir ce soir pour un livre qui s'appelle L'année du déclic et qui parle de cette nouvelle année 2017. C'est un livre qui met en scène 50 personnalités pour ouvrir le champ des possibles à 66 millions de Français. Et si c'était la vôtre, vous dites, d'année? Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Comment est-il arrivé dans votre vie, puisque c'est un peu ça? Alors tout simplement, moi j'ai souhaité redonner aux Français le goût du tout est possible et réveiller une société sclérosée dans ses peurs. J'ai juste voulu rappeler que la vie c'était une aventure avec un grand A, avec des moments de facilité, puis des moments de fébrilité. Et justement, comment on va accueillir ces moments plus délicats d'une vie et s'apercevoir que ce sont des tremplins extraordinaires. Et je me suis intéressée au parcours de 50 personnalités, tout simplement parce qu'on imagine toujours que c'est plus facile pour les autres. Une fois que la réalisation est acquise, que la réussite est admise par tous. Et je voulais démontrer que finalement, la vie est une aventure pour tous, sans exception. Parce que vous savez très bien que quand les gens se sont réalisés, on imagine toujours que c'est plus facile pour les autres. Ça nous arrange bien, ça nous permet de trouver des alibis extraordinaires pour dire que pour nous, c'est pas accessible, alors que finalement, toutes ces personnalités, avant d'accéder à leur réalisation, elles ont eu aussi des moments compliqués. Mais justement, ce qui est formidable, moi je me suis intéressée, c'est au moment où on arrive à changer la donne, où finalement on arrive à transformer une épreuve en expérience et comment on a la capacité finalement de transcender, de se transcender et de sublimer son parcours, exactement. Et alors comment vous est venue l'idée de ce livre? Parce que j'imagine que ça fait référence aussi à votre expérience personnelle, à votre propre parcours. Alors, des déclics, de toute manière, on en a tous au fil d'une vie, oui. Plusieurs, et c'est tant mieux. C'est-à-dire que moi, je considère que la vie, c'est une aventure, et que comme il y a des saisons dans la nature, il y a des saisons dans la vie, et je trouve plutôt ça sain de rebattre les cartes du jeu. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que au tempo auquel on est, c'est-à-dire dans l'époque dans laquelle on a oublié que finalement, la vie, c'était pas une route linéaire. Parce que tout va très vite, parce que tout s'emballe, tout s'enchaîne, qu'on a accès à des informations, ça constitue aussi un petit peu... Je pense que les gens s'inscrivent dans une route linéaire parce que ça les rassure surtout. C'est-à-dire que dans une époque où, en effet, qui peut nous inquiéter, on a plus envie d'être sur une route linéaire qui est claire, nette, efficace, qui est sécurisante, mais qui n'est pas quand même très réjouissante. De choisir la sécurité plutôt que le risque, en fait, c'est ça? La liberté, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de trouver un bon curseur. Alors, il peut y avoir des moments de linéarité, mais c'est ce que je dis, attention, parce que comme on s'endort au volant de son véhicule sur une route trop linéaire, on s'endort aussi au volant de sa vie, et gare au réveil, c'est parfois brutal. Et alors, comment on se réveille? Comment on a ces déclics? Est-ce qu'il y a des circonstances qui le favorisent? Alors, le déclic, tout simplement, alors ça peut être un déclic personnel, professionnel, géographique. Le déclic, c'est le pas supplémentaire qu'on fait pour passer de l'intention à l'action. C'est le pas supplémentaire lorsqu'on décide de faire prévaloir son envie sur sa peur. C'est le pas que l'on décide de faire pour sortir de sa zone de confort et pour s'autoriser finalement à vivre les choses qu'on a envie de porter, finalement. Et je crois que le déclic, soit on en est l'acteur, et auquel cas c'est formidable parce qu'on le choisit, on le porte et la dynamique est ensuite plus fluide, ou alors, quand on n'est pas l'acteur, eh bien, c'est la vie qui va s'en mêler et en général, on va le subir. Donc, c'est souvent mal vécu parce que finalement, ce n'était pas du tout le scénario que l'on avait imaginé pour soi. Mais la vie a souvent plus d'imagination que nous pour nous-mêmes et surtout, elle sait parfois et souvent mieux ce qui nous est favorable. Donc, c'est ce que je dis, quand on ne prend pas la décision, la vie va venir nous titiller, va créer une secousse sismique et on va avoir le sentiment qu'elle va à notre rencontre. Alors qu'au contraire, je le démontre au travers du livre, c'est une chance, mais extraordinaire. La vie vient, c'est ce que je dis en général, c'est le triptyque. La vie vient à la fois nous réveiller, nous révéler et aussi nous permettre de nous élever. C'est-à-dire que le but de la vie, c'est pas de rester dans un statu quo délimité, parce qu'à 45 ans, on n'est pas la même personne qu'à 25 ans, et qu'on est là pour tenter des aventures. C'est-à-dire que la vie, c'est un laboratoire, on essaye. Parfois ça marche, et c'est formidable, parfois ça ne marche pas, et c'est aussi très bien, puisque ça va nous permettre de réajuster notre trajectoire. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours prendre les choses comme des expériences, et pas du tout comme des épreuves que le destin nous envoie et qu'il faut subir
de façon terrible, quoi. En fait, il faut accepter, c'est ça, ça passe par l'acceptation, en fait. C'est accueillir la vie dans toutes ses nuances. C'est-à-dire que c'est ce que je dis au démarrage d'une année, alors qu'on se souhaite tous le meilleur, etc. Voilà. Et on souhaite que cette nouvelle année soit une très belle année pour tous. À la fois, il faut en être digne et ne pas être dupe. Être digne, ça veut dire mettre toute son énergie au service de sa vie, parce que quelle plus belle ambition que de se réaliser. Et tant qu'à faire, d'être heureux. C'est-à-dire que quand on regarde le JT de 20h le soir, on se dit « Ah finalement, c'est pas si mal, ma vie n'est pas si mal, je ne suis pas si malheureux que ça. » Tout va bien. Sauf que le but d'une vie, ça n'est pas de ne pas être malheureux, c'est d'essayer, tant qu'à faire, d'être heureux. Voilà, donc ça, c'est être digne. Et ne pas être dupe, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans un optimisme béat et niais qui voudrait que la vie est un long fleuve tranquille. Non, la vie, à la fois, c'est ce que je disais, c'est vraiment l'aventure. Il y a des moments de réjouissance, puis il y a des moments plus compliqués. La vie, elle est à la fois douce et amère. Et ne pas être dupe, c'est finalement savoir qu'il peut y avoir, au fil de cette année, des moments qui vont être plus compliqués. Mais ces moments compliqués, justement, ce sont des formidables moments d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on est finalement tous à l'école de la vie. Quand on est enfant, on apprend à l'école à lire et à écrire. Et quand on devient adulte, on apprend tout simplement à vivre. Voilà. Et les expériences, les apprentissages qui parviennent à nous, il faut justement les accueillir. Il ne faut pas les refuser. Il ne faut pas être en résistance. On est là pour s'élever, pour passer en classe supérieure, tant qu'à faire, au fil des années, et éviter de redoubler dans des acquis et dans une posture qui finalement nous dessert. Oui, c'est ça, il ne faut pas nager à contre-courant, mais plutôt profiter du courant pour avancer, en fait. Exactement, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'avec ou sans nous, la vie, elle avance. Donc autant que ce soit avec nous. Et puis c'est plus facile de nager dans le sens du courant. Mais oui, en fait. Mais pour nager dans le sens du courant, il faut aussi savoir habiter l'inconnu avec confiance. C'est-à-dire que face à une situation délicate, deux possibilités. Soit on pagaille dans le sens du courant et alors on va vers l'inconnu, mais la vie c'est une inconnue, c'est-à-dire qu'on sait notre date de naissance, on ne sait pas la date a priori ultime. Voilà, donc la vie c'est l'inconnu. Et quoi qu'il en soit, d'ailleurs, on aura beau rester à la même place et ne pas bouger, il y aura toujours cet inconnu au bout. Exactement, puis l'inconnu, c'est aussi l'inconnu qui nous amène les surprises et les réjouissances. Quand on maîtrise tout, mais on ne laisse pas la vie aussi œuvrer et se mêler à notre ouvrage. Donc ça c'est la posture qui est la mieux, parce qu'en général, ça va plus vite, c'est plus fluide. Donc, il faut vraiment habiter l'inconnu avec confiance. Le lâcher prise, de façon générale. Ou alors, on se raccroche aux branches du passé. Elle arrive. Et là, c'est l'ego. C'est-à-dire que l'ego et la peur, tout est lié. C'est-à-dire, c'est la peur d'aller justement vers l'après, vers l'inconnu. C'est la peur de l'échec. Parce que c'est la peur qui immobilise de façon générale. Mais de toute manière, la peur, elle nous fige. La peur, elle nous empêche de nous élever et elle nous empêche justement de déployer notre potentiel. Donc, si on ne le s'offre pas à soi-même, la vie va nous offrir le courage au travers d'un événement. D'une expérience, d'un événement, d'un accident. Exactement. Et ce qui est terrible, c'est que quand on fait prévaloir l'ego, l'ego, lui, ne supporte pas de perdre. Par principe, c'est-à-dire de perdre, alors ça peut être de rater, une rupture professionnelle, amoureuse, il ne supporte pas. Voilà. Donc lui, l'ego, il va tendance à nous mettre en résistance, c'est-à-dire qu'il va vouloir que les choses revenir au passé, c'est-à-dire qu'il ne va pas accepter, accueillir la situation. Sauf que ce qui nous met en résistance nous met en souffrance. Donc l'après va être plus long, plus compliqué, etc. Et juste de ne pas être dupe, c'est-à-dire qu'il y a des moments, en effet, où il va falloir exprimer tout son potentiel. Et c'est formidable, finalement, parce que c'est parfois au cœur de l'épreuve que, justement, qu'on déploie ses ailes. Et sous la contrainte, on va réussir à inventer des hypothèses, des possibilités qu'on n'aurait pas imaginées avant, parce que, justement, on est contraint d'accepter la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Exactement. Et c'est surtout, c'est rappeler, c'est que la vie, c'est aussi du courage, c'est de la persévérance, c'est de l'audace, c'est le sens de la responsabilité. Et je crois que l'époque dans laquelle on est, on a besoin de ça. On a le sentiment que d'être courageux, c'est une contrainte. Mais c'est formidable que d'être courageux. Regardez les athlètes aux Jeux Olympiques qui s'entraînent pendant des années, des heures durant pour justement peut-être à un moment accéder à une victoire, ou même le jour où on accouche. Il faut surtout ne pas oublier que le bonheur vient aussi de l'effort surmonté. C'est-à-dire que
la victoire a d'autant plus de saveur, la réussite a d'autant plus de saveur que quand elle a été finalement méritée. Et toutes ces personnalités, leur réalisation finalement, elle était totalement inattendue, elle était loin d'être acquise. Ils sont arrivés, ces personnalités sont arrivées là où on ne les attendait pas, et je démontre à quel point nous avons tous la capacité à changer la donne pour justement sublimer son parcours, c'est-à-dire que ce qui arrive à un moment donné n'est pas figé. Rien n'est figé et limité, et que les seules limites sont celles que l'on se donne, et qu'on a toute une vie pour justement exprimer le meilleur de soi. Donc il faut sortir de sa zone de confort un petit peu, c'est ça? Ah bah un petit peu, oui. Puis parfois on a besoin, puis parfois on a aussi besoin de sécurité, de douceur. Il faut aussi l'accepter, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, parce que sinon il y a un moment où on va s'endormir. Donc on a le droit à des moments où plus d'introspection, des moments où on n'a pas envie. De vrai, parce qu'on a besoin de se protéger, on a aussi besoin de se protéger, mais on a aussi besoin de vivre. Et vivre, c'est passer à l'action, c'est tenter des choses, c'est essayer, ne pas avoir peur que ça ne marche pas, puisque, en l'occurrence, même les situations qui ne se déroulent pas telles qu'on l'avait imaginé, nous emmènent naturellement et nous permettent de réajuster notre trajectoire. Donc ça n'est pas perdu, et toutes nos expériences passées viennent finalement accompagner les expériences futures. Donc rien n'est jamais perdu, et c'est vraiment l'idée de rebattre les cartes. Et alors ces 50 personnalités donc, qui prennent la parole au travers de vos mots dans ce livre, vous les avez classées, si l'on peut dire, en plusieurs catégories. Vous pouvez nous en parler justement de ces caractères différents de gagnants, parce que finalement ils le sont tous. Exactement. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est la diversité, parce que je trouve que la vie, rien n'est linéaire, et qu'on a tous des parcours totalement différents, des parcours singuliers, et que la vie est suffisamment subtile pour pas finalement qu'on soit tous des clones. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait ressortir des parcours totalement différents. Donc il y a les jusque-boutistes. Les jusque-boutistes, c'est des gens qui avaient une idée. Personne n'y croyait, sauf eux. Mais ils y croyaient dur comme fer. Ah mais voilà, c'est-à-dire qu'il y avait cette flamme intérieure, parce que finalement tout se passe ici, dans le cœur et dans les tripes. Dès lors que ça vient du mental, en général on se trompe. C'est ça, il faut écouter son corps. Exactement, c'est ce qu'on disait, il y a le choix juste et le choix bon. Le choix bon, c'est celui qui est validé par l'ego et le mental, et qui flatte l'ego, et le choix bon, le choix juste, c'est vraiment celui qui est en accord avec notre intimité au plus profond de nous. Voilà, celui ressent viscéralement. Voilà, exactement. Et pour ces personnalités, c'était vraiment ce choix juste, ce choix ancré, cette flamme intérieure qui vraiment nous fait passer de l'action, et qui nous fait vouloir un projet, mais pas seulement le vouloir vraiment. Ils croient. Et longtemps. Fondamentalement, c'est ça. Ils croyaient véritablement que ça allait arriver, qu'ils avaient la solution en eux-mêmes. Exactement. Et là, il y a de l'audace. C'est ce que disait Aristote. Il n'y a pas de génie sans audace, finalement. Il y a toujours une part d'audace derrière du génie. Alors, il y a notamment l'histoire de Dyson, donc ce fabuleux inventeur qui a inventé un aspirateur sans sac, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que, alors, il était entouré de personnes qui lui disaient, mais écoute, les grandes marques de l'industrie y auraient pensé, finalement, si ça marchait réellement. C'est-à-dire qu'il était réfréné par cet entourage qui, finalement, souhaite nous protéger à un moment, en nous disant, mais arrête, quoi, voilà, arrête dans cette persévérance. Et finalement, c'est vraiment ce qui lui a permis, alors il est passé par 5127 brevets avant d'avoir cette... 5127 essais, finalement. Ouais. Et il a une phrase qui est très jolie, où il parle justement de ses essais, où il dit « Je ne me suis pas trompé, j'ai juste trouvé 5127 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Exactement. Puis il le prend avec beaucoup d'optimisme. Voilà, mais c'est l'aventure, c'est pas tant la finalité qui est intéressante, c'est le cheminement. Et c'est ce que disait, donc je reviens vraiment à Aristote, ça y est, la phrase, la citation m'est revenue, il n'y a point de génie sans grain de folie. Et la vie, c'est aussi un moment, il ne s'agit pas d'être dans la folie perpétuelle, c'est un moment à voir ce petit grain de folie et cette petite légèreté qui nous fait
nous transcender. Nous élever un peu. Et toutes ces personnalités, alors pour des raisons différentes, à un moment, elles ont actionné ce déclic. C'est-à-dire, soit c'était en effet un grain de folie, cette insouciance. Donc ça, c'est les jusque-boutistes. Voilà. Ce sont les jusque-boutistes. Ouais. Deuxième catégorie. Alors, deuxième catégorie, les ressorts insubmersibles. Alors, qu'est-ce que ça, c'est, je ça trouve ça formidable parce que ça nous concerne tous. C'est-à-dire, c'est des personnalités qui étaient sur finalement le chemin de leur consécration. Tout allait bien, c'était fluidité, la route linéaire, vraiment, elles allaient vers leur consécration. Et là, à un moment, il y a le grain de sable Obstacle. qui vient enrayer la mécanique. Alors le grain de sable, ça peut être un moment le grain de sable professionnel, un licenciement. Ça peut être le grain de sable personnel, c'est-à-dire une rupture. Ça peut être aussi un accident corporel, ça peut être une maladie. Voilà, le grain de sable qui va venir changer la donnée et qui va venir faire trembler les habitudes et les repères. Enrayer la machine. Alors, par exemple, je vous donne, vous voudriez un exemple, Ah, Louise? un exemple. Alors, allez, on voit vraiment Alain Ducasse, dont on connaît évidemment aujourd'hui le parcours, vraiment de grand chef étoilé et cet empire culinaire au niveau mondial qu'il a su créer. Il se trouve que lui, à 26 ans, c'était plus jeune chef étoilé, 2 étoiles au Michelin. Il était vraiment sur la voie de sa consécration. Et le directeur du Byblos de Saint-Tropez décide de l'embaucher pour développer le Byblos de Courchevel. Et là, un été 84, ils partent à 5, ils quittent Saint-Tropez à bord d'un petit hélicoptère pour faire une réunion de travail à Courchevel. Exactement. Et là, il se trouve, c'est que les conditions météorologiques sont mauvaises, le pilote poursuit le vol, et à un moment, l'hélicoptère percute le flanc d'une montagne. Accident, crash, il reste un survivant sur les 5 passagers à bord de l'hélicoptère et c'est Alain Ducasse. Voilà. Donc Alain Ducasse est hospitalisé pendant des mois et même des années. Il va poursuivre ce projet en mémoire justement des personnes disparues. Oui. Il va inaugurer le Byblos de Courchevel en chaise roulante et finalement, en étant immobilisé sur son lit d'hôpital, c'est là qu'il va découvrir la capacité à être un grand chef étoilé, mais aussi à savoir déléguer, c'est-à-dire à être à un point fixe et de pouvoir gérer différents lieux. Donc, c'est ce qui va finalement, c'est d'une certaine manière le sursaut de la convalescence. C'est en étant confronté à cette épreuve qu'il va découvrir sa capacité non seulement à être un chef étoilé, mais à créer l'empire qui est aujourd'hui le sien. Et l'histoire est encore plus symbolique et plus belle puisqu'il ne va pas développer de phobie par rapport à l'avion, finalement, par rapport au vol en avion. Et il va rencontrer la femme de sa vie sur un vol Paris-New York. Effectivement, quel hasard. Voilà, incroyable. Mais c'est formidable à quel point finalement on arrive à un moment aussi, les expériences, les épreuves nous permettent aussi, sont des sources d'apprentissage qui nous permettent de réorienter notre trajectoire pour qui c'est les accueillir aussi dans ce sens-là et percevoir les leçons qui peuvent en émerger. Alors, 3e chapitre, c'est les perchistes de l'ascenseur social. Alors, les perchistes de l'ascenseur social. Alors, les perchistes de l'ascenseur social, ce sont ceux qui n'avaient pas forcément les cartes favorables au démarrage, capital social, capital familial, et qui, à un moment, ont décidé finalement de s'extraire et de s'émanciper de l'univers social, de l'enfance qui était la leur. Et moi, c'est une partie que j'ai beaucoup aimée parce que je trouve que ça demande, j'ai découvert au travers de ces personnalités que ça demande beaucoup de courage de s'autoriser à réussir quand nos parents n'ont pas réussi. Et c'est ce que je dis, c'est-à-dire que la fidélité à sa famille a ses limites, celle de sa réalisation personnelle, puisque finalement, ça revient à se démarquer de son clan familial. Une forme de trahison, ça peut être perçu comme une forme de trahison par l'inconscient ? Parfois, c'est une forme de fidélité aussi. C'est s'autoriser à dire, alors que le but, finalement, c'est qu'en s'autorisant à réussir, notamment, on sert sa trajectoire personnelle et c'est formidable, et on se le doit à soi, mais on permet aussi à sa famille de s'élever. Ça permet aussi, bien sûr. D'élever sa lignée familiale. Et ce qui est formidable, c'est que le but, c'est d'être meilleur que nos parents et que nos enfants soient meilleurs que nous. Parce que sinon, si on est tous des clones, c'est pas très intéressant pour soi-même, c'est pas très intéressant pour notre lignée familiale et c'est pas très intéressant pour la société. Meilleur, ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse s'épanouir en sa propre voie. Exactement. Parce que les parents ne sont pas forcément doués de la même façon que les enfants. Exactement. Et à quel point nous avons la capacité à nous émanciper de l'héritage familial, quel qu'il soit. Exactement. Alors après, il y a les PDG, les petits devenus grands. Voilà, c'est ça, donc là, c'est le parcours scolaire
scolaire chaotique. PDG, petit devenu grand, vous avez créé un nouveau style. Ah mais oui. J'ai trouvé ça intéressant finalement parce que voilà, c'est-à-dire des personnalités qui n'avaient pas obligatoirement un parcours scolaire exemplaire, voilà, et montrer à quel point finalement aussi quand on n'a pas un parcours scolaire exemplaire, on va développer d'autres paramètres, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire l'expérience sur le terrain du quotidien, sur le tas, et c'est des personnes qui vont davantage faire appel à leur instinct, à leur intuition, et au moment où d'autres personnes qui ont pu avoir un parcours scolaire exemplaire vont faire appel à des théories, etc. Ces personnalités, à leur mental, justement. Exactement. Ces personnalités, elles vont faire appel à l'instinct. Et donc, vont finalement agir beaucoup plus rapidement que les théoriciens qui vont prendre moins de temps pour réfléchir. Voilà, exactement. Et c'est ce qui les a menés finalement à monter les barreaux de l'échelle progressivement, mais assurément, et à développer d'autres paramètres. Et c'est vrai qu'au travers de tous ces parcours de vie, ce qui est intéressant, c'est que chaque personnalité a fait un retour sur expérience. Parce que l'objectif du livre, c'est finalement de permettre à chacun de gagner du temps, de gagner en intensité et de gagner en sérénité. C'est-à-dire que ces personnalités, elles partagent le fruit de leur expérience. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout le professeur qui infantilise le lecteur qui serait l'écolier à l'école de la vie, c'est-à-dire que, non, elles-mêmes, elles ont vécu à la fois des moments de réjouissance et aussi des revers. Et ce qui est intéressant, c'est ce retour sur expérience dont le lecteur profite et va intégrer à son propre parcours. Et finalement, en l'observant avec une certaine forme de recul, parce qu'il y a une distance quand même, on est vraiment observateur de tous ces gens, de tout leur parcours, ça nous permet aussi de voir que finalement, systématiquement, il se passe à peu près la même chose dans le mécanisme. Oui, alors ça dépend, c'est-à-dire que chacun va extraire un apprentissage qui est différent. Dans ce dernier chapitre sur le collectif des possibles, ah oui, alors, ça c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est ce collectif des possibles, Charlotte Sèvres? C'est-à-dire que moi j'ai trouvé intéressant d'aller à la rencontre de personnalités vraiment d'univers différents, politiques, entrepreneuriales, artistiques, diversité aussi générationnelle, et montrer à quel point finalement chacun va extraire un apprentissage de son expérience qui est différent, puisque on n'a pas tous les mêmes expériences et on n'a pas tous les mêmes apprentissages, puisqu'en l'occurrence, ça s'adapte aussi à notre parcours et à la personnalité que l'on est. Par exemple, moi, j'avais envie absolument d'avoir dans ce livre Zaz. Zaz, c'est une personnalité, elle fait partie de cette jeune génération qui dégage une énergie, qui dégage une positivité dont notre époque a besoin. C'est-à-dire qu'on imagine que ça a toujours été plus facile pour les générations antérieures, notamment les 68A, qui étaient dans une forme de légèreté. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que elle a la trentaine et qu'elle porte avec ferveur cette phrase, à savoir, c'est que ne pas expérimenter, c'est refuser de vivre. Voilà, et ça, c'est une phrase qu'elle porte aussi auprès de cette jeune génération. Moi-même qui suis professeure dans une école de journalisme, je suis parfois surprise que la première interrogation qu'ont les étudiants en sortant, c'est finalement de savoir s'ils vont avoir un CDI. Moi, je n'ai pas souvenir qu'en sortant, c'était ma première préoccupation, qu'on cherche à avoir un CDI à un moment donné parce qu'on a envie d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe. Oui, mais quand on est jeune, je veux dire, c'est là où on a cette ferveur, c'est là où le champ des possibles est ouvert. Et vous trouvez aussi que la société est un peu inquiète, justement, de façon générale. C'est pour ça que vous avez voulu transmettre ces enseignements dans ce livre? Mais oui, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des inquiétudes. Mais on n'a pas le droit de s'empêcher de vivre. Il ne faut pas qu'elle nous empêche de vivre. Voilà, c'est-à-dire que si on décide d'adapter sa vie finalement à l'ambiance collective, ça va être quand même triste. Moi, j'aime beaucoup cette phrase d'Éric Emmanuel Schmitt qui dit qu'un homme... Qui est aussi dans le livre, exactement, qui est dans le livre, oui, tout à fait, Louise. Oui, et qui dit justement qu'un homme est fait de circonstances et de choix. On n'a pas de maîtrise sur les circonstances, c'est-à-dire que nous vivons au cœur de cette époque. Voilà. Donc si on adapte notre vie, moi j'ai décidé de ne pas finalement limiter ma vie aux peurs collectives. Voilà. Et je trouve que ça fait partie des bons choix. En revanche, on a toujours, en effet, la possibilité de choix. Donc, on s'adapte à la société qui est la nôtre, mais on a toujours le choix, en effet, soit d'être spectateur, soit d'être commentateur, ou alors d'être acteur. Exactement. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que les pessimistes se plaignent du vent, les optimistes espèrent que le vent va changer, va tourner, et que les réalistes ajustent les voiles. Et on a la possibilité d'ajuster les voiles
Seule la mort est irréversible et quand on est confronté évidemment à une maladie très lourde. Mais dans les autres cas, on n'a aucune raison de se limiter dans un cadre étriqué. La vie, c'est un horizon. Il y a aussi une métaphore sur, c'est quoi, sur l'appartement ou la maison ? Que finalement, ne pas agir, c'est que j'aimais beaucoup. Ah oui, c'est juste, Louise. C'est-à-dire que quand on n'a pas conscience de ses dons, de ses talents, de son potentiel, et surtout qu'on ne l'exprime pas, c'est comme habiter dans une hutte alors qu'on possède un palais. Voilà, et ben voilà, je crois que ça résume bien en tout cas ce que veut faire passer votre livre comme message, il me semble. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'écrire Charlotte Sèvres? Parce que vous êtes journaliste à la base, comment est-ce que vous vous êtes attelée à ce travail? Alors tout simplement, c'est que c'est vrai que moi j'ai fait, pendant 14 années, j'ai travaillé, donc je suis journaliste en télévision, et il y a un moment j'avais envie d'exprimer autre chose aussi de ma personnalité, donc moi aussi j'ai osé finalement aussi tenter l'aventure de l'écriture, et écrire un bouquin, c'est un marathon, c'est-à-dire il faut le vouloir vraiment et longtemps. C'est pas un article, c'est pas préparer une émission, il faut vraiment le porter. Et moi-même, j'ai connu ce moment aussi délicat où finalement on passe d'une posture pour aller vers une autre, c'est-à-dire que moi je suis passée du verbal et du travail collectif à un travail solitaire et d'écriture. Et moi-même, j'ai aussi eu mes peurs, dans cette période de transition finalement où on quitte, c'est comme un animal qui fait sa mue, où on quitte une posture connue et une carapace connue pour aller vers l'autre animal qu'on a envie finalement d'exprimer. C'est vraiment ça, c'est cette période de transition quand on fait la mue qui est la plus inquiétante. Parce quand on rebat les cartes, en fait. Exactement, quand on ne sais pas où ça va nous emmener, mais on a envie de le faire. Et c'est vrai que, avec le recul, quel bonheur. C'est-à-dire que moi, je vis une aventure extraordinaire, mais en effet, j'ai pris un moment, un risque. En effet, je me suis moi-même parfois observée parce que j'ai élu le Manta, le fournisseur officiel d'alibi. Il a une imagination débordante pour nous empêcher d'y aller. C'est-à-dire que même moi, je me suis vue me dire « Ah non, j'ai des impératifs primaires, c'est-à-dire familiaux, financiers. Des impératifs financiers. » Et je me suis moi-même vue essayer de m'empêcher de contourner, exactement, Louise, de contourner pour pas y aller, pour m'empêcher d'y aller en me disant « Non, et si j'y arrivais pas, oh là là, mon ego ne le supporterait pas, donc l'ego lui essaye justement de contourner. » Et là, je me suis dit, c'était le bon timing, c'est-à-dire que j'avais vraiment les planètes alignées, c'est-à-dire que mais vraiment, tout, je me suis dit, Charlotte, si tu ne le fais pas maintenant, alors que ce livre, je l'avais vraiment au fond de moi depuis vraiment très longtemps. Oui, il faut que les choses arrivent à maturité aussi, il y a toujours un temps pour tout. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un arbre déjà donner des fruits alors qu'on vient de planter la graine. Il faut laisser la maturité. Et là, je me suis dit, Charlotte, si tu ne fais pas le livre maintenant, alors que j'avais vraiment une visibilité à tous les niveaux, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. C'est-à-dire, et il y a un moment, il faut aussi... il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut se regarder aussi, ne pas être dupe, se regarder aussi, se comporter, comment on essaye de s'échapper. En fait, oui, se dédoubler. Une forme d'objectivité. Exactement, se dédoubler, se regarder comment tout d'un coup on essaye de contourner pour pas y aller parce qu'on a peur d'être confronté à peut-être quelque chose qu'on ne pourrait pas mener jusqu'au bout, etc. Il faut se confronter finalement à nous-mêmes, en fait. Exactement, il ne faut pas être dupe. Voilà, exactement. Être digne, ne pas être dupe, et vraiment maintenant, c'est-à-dire que moi quand j'écris ce livre, je ne savais pas, je n'avais pas encore signé avec une maison d'édition, personne ne vous signe si vous n'avez pas déjà amorcé, et d'ailleurs la vie c'est comme ça, quand on parlait du déclic tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au démarrage du déclic, on est toujours seul. C'est nous seuls qui sommes l'acteur où on décide de faire le pas supplémentaire. En revanche, quand on a osé faire ce pas, ce qui est formidable, c'est qu'on n'est plus seul sur le cheminement post-déclic. C'est-à-dire que là, la vie s'en mêle et la vie nous accompagne. C'est-à-dire qu'on va rencontrer sur ce cheminement, on va rencontrer des opportunités, on va rencontrer des personnes qui vont nous emmener là, accompagner le déclic qu'on a osé faire. Encore faut-il voir aussi tout ça. Il y a une très belle phrase de Coluche qui dit qu'à ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandez-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. Donc là aussi, il faut regarder, il faut avoir les antennes de sortie, voilà. Et donc moi-même, je porte véritablement ce livre, puisque moi-même aussi j'ai vécu ces périodes de mue où tout d'un coup on est à nu. Mais les choses arrivent au moment aussi, tous les événements de la vie arrivent au moment où on est prêt à les accueillir, les meilleurs comme les plus délicats, mais les plus délicats sont aussi à accueillir parce que
c'est là Parce aussi où il y a du eux potentiel. aussi risquent de nous amener ailleurs. Oui, c'est une chance. C'est-à-dire que Tout événement, finalement, nous conduit oui, à un endroit, à un autre. En fait, chaque étape dans la vie rythme notre avancée. Exactement. Les meilleurs, comme les pires. parfois les plus délicates, mais elles font émerger en nous ces moments d'ailleurs délicats d'une vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que, et ça c'est ce qui ressort vraiment du livre, c'est que c'est face à l'adversité, je vais y arriver, il faut dire qu'à cette heure-ci on est un peu fatigué, c'est face à l'adversité que l'on déploie, c'est quand on est pied au mur, face à l'adversité que là, véritablement, on va à la rencontre de son potentiel. C'est ça qui est incroyable. Et il y a cette très belle phrase, décidément, je vais faire le dictionnaire des citations, mais je les trouve belles, je les trouve belles. Une dernière pour la route. Oui, la dernière, mais je la trouve très belle. Et en plus, je trouve qu'elle est très justifiée à porter, à accompagner à ceux qui nous regardent au cours de la nuit. Laquelle est-ce? Alors voilà, Albert Camus. Ah, ça y est. En plus, on est cette saison. C'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert que j'avais en moi un invincible été. Et je vois que Louise la connaît. Oui, voilà. elle est magnifique. Et elle est magnifique et elle est vraie. C'est-à-dire que c'est au moment, au pied au mur, dans l'adversité, que là, on déploie son potentiel et même qu'on découvre le potentiel insoupçonné qui est le nôtre. On se surprend soi-même. On se dépasse. Et c'est ça l'objectif d'une vie, c'est de s'élever. C'est pas de rester dans quelque chose de sécuritaire qui nous contracte, qui nous contraint. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de réalisation sans un moment, une petite prise de risque. Mais voilà, il y a un moment, il faut se l'offrir. Et c'est vraiment l'équation, c'est quand l'envie, renouer avec son envie et son désir, c'est quand l'envie devient plus forte que la peur. Je peux vous dire qu'on a toujours peur avant de se mettre en action. C'est comme les animaux. On a toujours peur avant de se mettre en action. Une fois qu'on est en action, il y a une fluidité. Pour qui a fait les choix justes, les choix d'ici, plutôt que les choix bons, pour l'ego, ou par esprit de revanche, ou par... voilà. On l'entend chez vous, en tout cas, parce que vous n'arrivez plus à vous arrêter, c'est génial. Voilà la suite avec Louise. Voilà. Non, mais c'est formidable, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est formidable. Mais c'est génial, mais je trouve ça super. Je vous invite tous à vous précipiter sur ce livre, L'année du déclic, voilà, de Charlotte Sèvres chez Ballant. Merci d'avoir été avec nous, Charlotte. C'était un réel plaisir. Merci Louise, parce que moi je vous suis, à chaque fois j'ai beaucoup de plaisir à écouter vos lectures. Voilà. Je suis ravie de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci d'avoir écrit ça. Je pense que ça va rendre service à beaucoup de gens. Ah oui, puis vraiment, déployons les ailes. Voilà. Déployons. Exactement. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Louise. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. C'était... Merci.